question de savoir pourquoi ce produit passe. Allô? Je puis vous assurer, Allô? c'est moyen pour défendre un bien, une propriété, que pour défendre mon honneur et ma réputation. J'ai travaillé pendant une trentaine d'années pour l'État guinéen à différents postes, dont une dizaine en tant que ministre de la République. Je n'ai jamais été entendu par un officier de police judiciaire ou par un juge pour des faits présumés de corruption ou de détournement de deniers publics. J'ai toujours dit et répété que j'étais un homme d'honneur, je ne suis pas un homme d'argent. Pendant cette carrière administrative, je me suis fait une réputation d'homme intègre et relativement compétent, disons-le, parce que c'est à ce titre que j'ai été appelé au gouvernement en 1996. J'ai essayé, dans l'exercice des fonctions ministérielles qui m'ont été confiées, de m'imposer une rigueur exceptionnelle. J'ai pu apporter une contribution. D'abord en tant que simple fonctionnaire, à la mise en place d'un vrai outil de mission et d'un système bancaire moderne. J'ai apporté ma contribution en tant qu'administrateur des grands projets à la promotion de grands projets auprès des partenaires et autres bailleurs de fonds. Dans mes fonctions de ministre, j'ai essayé aussi de m'imposer une rigueur. Mais j'ai pu réussir à apporter des contributions visibles à la construction de l'infrastructure routière. On m'a soupçonné de détournement de deniers publics ou de corruption. Si bien que mon capital le plus précieux, pour moi, crédit. Et lorsque je cherchais à expliquer pourquoi, au premier tour de l'élection présidentielle 2010, pourquoi totaliser, valablement exprimé, pour moi, l'une des bonnes explications, c'était la confiance du peuple guinéen et des électeurs. Puisqu'il y a 2 ans que j'ai commencé à faire de la politique pour moi-même. C'est pourquoi je suis très fier de ce résultat. Je parle des résultats officiels. Alors qu'en réalité, beaucoup savent que je suis passé dès le premier tour. Moi-même, j'étais surpris par cette performance. Mais je savais que ça tenait aussi à la critique. Le jugement que la majorité des Guinéens portent sur leurs compatriotes que je suis. Donc mon capital, moi le plus sérieux en politique, les gens s'interrogent. Pour moi, c'est cette crédibilité née de mon attachement à l'éthique, à l'honnêteté. Ce qui était considéré par certains comme de l'efficacité dans le travail au sein de l'administration ou au sein du gouvernement. Aujourd'hui, c'est ce capital qui est attaqué. Réputation. Je me suis dit qu'il est important que je puisse m'expliquer, pas pour défendre un terrain ou une propriété, mais pour défendre ma réputation, mon honneur, parce que je tiens. J'ai toujours dit que je suis un homme d'honneur et je tiens à mon honneur, à ma réputation. Quelle que soit l'issue, un terrain
comporte une maison, chambre, un salon, qui m'a été cédé dans des conditions transparentes et régulières. Je ne suis pas là pour défendre un terrain. Mais comme l'idée persiste, comme si je me suis emparé d'un bien public, il est bon que je vous explique dans ces circonstances. Ce terrain est le bâtiment de 2 chambres, un salon qui l'abrite, que le président Conté appelait Tonganga. Dans quelles conditions il m'a été cédé? D'abord, j'ai formulé une demande comme elle le vend. Mais comme vous le savez, j'ai eu une relation de confiance forte avec le général Lansana Conté. Au point que je lui ai demandé, je dis, Président, construisez votre maison de retraite au bord du lac. Il m'a dit au début non, c'est là qu'habitait mon père. J'ai construit à la place de la maison de mon père, j'ai construit mon père, c'est ici que je prends. Je lui dis que le lac était bleu. Et que c'était même romantique. S'il était là, il allait prendre un bateau avec un chapeau mexicain, aller pêcher et venir manger ce poisson. Finalement, il a accepté l'idée et il a construit. Il estimait que c'est mon chantier. Et régulièrement, il passait me prendre les week-ends pour aller visiter le chantier. Parce qu'il a appelé Santilo, il dit, bon, mon Foulidi il a dit de construire une maison ici, qu'est-ce que tu en penses? Santilo a dit que ce serait une excellente idée. Le chantier a commencé. Tous les week-ends, il passe à Dixit, il me prend, on va aller voir ton chantier. Et Foromo est là, le ministre de l'Urbanisme, il dit, bon, toi tu choisis à gauche ou à droite le terrain sur lequel je vais construire ta maison pour que le jour où tu viennes me rendre visite en tant que président retraité, que tu restes dans ta maison. Ça, c'était devant Foromo, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui est encore vivant. Un jour, on est rentré à la maison, il dit, mais toi tu me fais construire des maisons, regarde le hangar que tu habites. On va te vendre ici. Je vais te donner le matériel, tu vas construire une maison et mettre ta famille à l'aise. Regarde ce hangar. Je dis bon, d'accord. Et puis c'est resté un moment. Il a dû oublier. Sa perception de moi, c'était, bien sûr, c'est une perception fondée. J'étais un homme désintéressé, qui n'est pas intéressé par le matériel. Je ne lui ai pas rappelé. Et un jour qu'il me dépose, ma femme lui rappelle, il dit d'accord. Le lendemain, Foromo, ministre de l'Urbanisme, m'appelle, me dit l'autorité m'a instruit d'aller expertiser et évaluer ton domicile. Il faut prévenir la famille, je vais envoyer l'équipe. L'équipe est venue. Quelque temps après, il m'a transmis un dossier, une lettre que je vous montrerai, pour dire que l'évaluation est terminée. L'autorité a ordonné qu'on me vende donc le coût du terrain dans ce quartier avec le coût du mètre carré à l'époque a été appliqué. Maintenant, c'est à moi de voir si je peux voir le président pour qu'il réduise ou pour qu'il me donne. J'ai décidé que si je dois acheter, d'acheter au prix du marché, comme il m'a dit, c'est ça le coût du marché. Le mètre carré dans un quartier comme le tien, c'est la superficie, ça on a multiplié. Et puis la maison que le président appelle hangar, voilà son coût résiduel. Je suis resté quelques semaines. Voilà la lettre que Foromo m'a envoyée pour me dire de verser le montant de 400 millions à l'ordre du patrimoine bâti public. J'ai attendu, il me dit, c'est la lettre que je t'ai eue parce que c'est le résultat de l'expertise. Je ne dis pas avec le président, tu me dis, ou bien tu me dis combien tu peux payer, je vais aller voir le président.
estimé que si je dois acheter, je préfère acheter au prix du marché. J'ai appelé le directeur général de la Société Générale. Je lui ai dit qu'on me propose de me vendre le terrain, la petite maison que j'habite, surtout le terrain. Je voudrais qu'il me consente un prêt. J'étais premier personnel recruté en Guinée par la Société Générale en 1987, parce qu'elle est arrivée. Parce que lorsque je faisais mes études de banque, j'ai fait le stage chez eux, à la direction des affaires internationales et de la trésorerie à Paris. Elle a dit qu'il faut qu'il demande à Paris. Comme je suis politique. Il a demandé l'autorisation, il m'est revenu une semaine après, puisque Paris est d'accord. Il a rédigé un contrat de prêt. C'est long, hein? Un contrat de prêt me prêtant l'argent, assorti d'un échéancier de remboursement. Voilà nos deux signatures, Société Générale et celle d'Alain Diallo. Donc, il a émis un chèque de banque. Il a dit, mais on prendra l'hypothèque qu'on levera lorsque vous aurez fini de rembourser. Il a fait donc un chèque de banque, dont voici la copie. Alors du patrimoine bâti public qu'il m'a envoyé, c'est la Société Générale qui paye directement sur son compte, c'est signé lui. J'ai transmis au ministre de l'Habitat suite à sa lettre me demandant de verser, et ils l'ont transmis au patrimoine bâti public qu'il a encaissé et délivré une quittance. Voilà la quittance. C'est les courriers de transmission des chèques. La quittance, non c'est ça. C'est la copie de la quittance de 406 millions reçus par le patrimoine bâti public. Après, au vu de cette présidence publique, a pris un décret. Pour ceux qui connaissent la signature générale d'Assana Conté, il a pris un décret autorisant, donc, au vu de tous les paiements, la cession, m'attribuant ainsi le terrain, encore une fois, au prix du marché. Ma charité m'a dit que tu es riche, hein? J'ai vu que tu as tout payé. J'ai dit non, président, c'est la banque qui m'a prêté l'argent. Bon, au vu de ça, cette quittance, une copie m'est revenue, une copie est allée à la conservation foncière pour prouver que j'ai payé. Ils ont fait donc la mutation pour transférer le terrain et la maison à moi. Un titre foncier a été donc émis, le titre foncier là, la copie. Un document lourd, hein, j'ai pu photocopier quelques-uns, ceux qui connaissent les titres fonciers. Donc, c'était terminé, c'est dans ces conditions. Je ne me suis pas emparé d'un domaine public de l'État. Le président de la République, qui en avait le pouvoir, c'est un domaine privé de l'État, il est comportant de faire la différence. Le domaine privé de l'État que l'État peut céder. Dans le respect de toutes les règles et procédures. Ce n'est pas un bien public, c'est un bien privé de l'État qui m'a été sondé dans les conditions que vous avez. Bien entendu, c'est la première fois que j'exhibe ces documents à la presse. Si bien que les rumeurs selon lesquelles je me suis emparé du domaine pour que je refuse de quitter ont couru. Si bien que, lorsque le capitaine Dadis est arrivé, ils ont affecté le bâtiment à quelqu'un, un membre du CNL, CNDD. Et ils ont demandé à ce que je libère. J'ai rassemblé tous les documents. On a déposé. Les gens m'ont compris. Le capitaine Dadis m'a appelé, présenté mes excuses. Il ne savait pas que c'était acquis
conditions transparentes. Lorsque le général Sekouba est allé, les gens sont allés encore, il y a des gens, hein, j'étais déjà en politique, pour dire non, seul occupe le besoin de l'État. Il dit non, je connais le dossier. Il est acquis dans le respect de toutes les règles et des procédures en vigueur, puisqu'on ne peut pas contester au président de la République d'aliéner un bien privé de l'État. Alors, mon grand frère Alpha Condé arrive, vous imaginez. Automatiquement, il faut retirer. À une bataille, les gens m'ont expliqué. Pour la première initiative, il a renoncé. À la veille des élections de 2015, il relance. Il envoie des missions dans toutes les structures. C'était général. Vérifier l'authenticité du chèque, l'authenticité de l'accord de prêt, le respect de l'échéancier qui est là. Est-ce que j'ai payé? Une autre mission vient contrôler, au point que la Société Générale s'est sentie harcelée et voulait qu'on là-bas parce que tous les jours, des missionnaires, on a vérifié l'authenticité du décret, on a tout vérifié. Il y a des gens qui ont dit, président, ce dossier de date, béton, il faut chez Ardoise ailleurs. Peut-être qu'il a abandonné. Bon, quelque temps plus tard, il revient, toujours, vous savez. Bon, finalement, il est de renoncer effectivement. C'est bon. À l'expropriation, parce qu'il s'agit, à la spoliation, parce qu'il s'agissait de ça. Donc, pour moi, c'était terminé. Si Al-Fatiman reconnaît ma propriété sur le terrain, et Sekouba l'avait fait avant lui, pour moi, maintenant, je suis quand même tranquille, parce qu'on ne peut pas soupçonner Alpha, surtout de complicité ou de complaisance avec ces Soudanais. Personne. Bref. Alors, ici, vers novembre, on parle des bâtiments à l'État qu'occupent certains cadres. Je ne pas concerné. J'ai le titre foncier, j'ai tout ce qu'il faut. Pour moi, la mutation est faite, le transfert de propriété est fait, le titre foncier est établi à mon nom. Pour moi, c'est mon bien. Et puis, avant-hier, je reçois une lettre du patrimoine particulier qui dit dans le cadre du recensement, on vous demande de libérer votre bâtiment de toute passion avant le 28 février à 10h. Alors, ça, bien entendu, j'étais surpris. J'ai répondu lettre, patrimoine bâti, qui a encaissé le chèque, qui a délivré les deux quittances, une destinée à moi et l'autre destinée conservation foncière, me disent que j'occupe un bâtiment du patrimoine public. Parce qu'il a été un de la section. C'est lui qui a encaissé le prix, c'est lui qui a délivré la quittance libératoire, qui a permis à la conservation. C'est lui qui me demande qui me semble de quitter le bâtiment de l'État. Pour les interviews. Ça, c'était mon cas. Sur ce dossier, je suis un peu peiné de voir notre pays s'habiller. Les gouvernements compétissent pour attirer des investisseurs. Il y en a qui sont venus trouver un gouvernement qui ont obtenu des papiers, soit des baux emphytéutiques, soit des autorisations de licence pour apporter et investir leur épargne dans notre pays.
en dehors de toutes les procédures, toute convention, tout contrat est renégociable. Si, après expertise, après audit, l'État se rend compte qu'il est lésé, rien ne l'empêche de rouvrir les négociations et de modifier la convention. Je disais qu'il y a un problème dans le pays. Conseil nos dirigeants. Ce n'est pas prétentieux, il s'agit de notre pays. Lorsque les gens ont négocié avec le pouvoir en place, les contrats ne peuvent pas être exécutés. Les conventions laisser l'État. Mais qu'ils ont dit, il ne s'agit pas de confisquer l'investissement ou l'outil de travail, l'usine ou le bâtiment. Il faut négocier pour penser des préjudices peut-être par l'État. Il ne faut pas utiliser la force, il faut utiliser le droit. Je ne parle pas de mon cas, je parle de façon générale, ce qui prévaut actuellement. J'ai entendu que des investisseurs qui ont construit des usines, qui ont construit des buildings, après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires, ils ont utilisé leur épargne pour investir, mais si on saisit, c'est bien. On les vide violemment de leurs locaux, ça porte préjudice à l'image de notre pays. Il y a la continuité de l'administration, on ne peut pas échapper. Ceci n'exclut pas de renégocier les contrats, les conventions, pour réparer le cas échéant, les préjudices subis par l'État, mais on ne peut pas confisquer les biens à travers les entreprises publiques. Après le discours de décembre 1985, général Lansana Conté, optant pour le libéralisme économique et politique, je parle de l'aspect économique, on a décidé de désengager l'État de production et de commerce. Décision a été prise par le gouvernement, décision assumée de privatiser toutes les entreprises publiques et de laisser le soin au secteur privé d'assurer l'approvisionnement et la distribution des biens, l'approvisionnement du pays et la distribution des biens à l'intérieur du pays, et la production également, le développement des tissus industriels, même si le gouvernement peut apporter par des mécanismes transparents son soutien aux investisseurs dans le secteur. C'est ainsi que toutes les entreprises, ou presque, ont été fermées ou privatisées. Alors, parmi les premières cibles des institutions de Bretton Woods, il y avait Erguinet. Je peux vous rappeler, vous ne connaissez pas, il y avait l'huilerie de Dabala, il y avait Anta, l'huilerie de Zérégouré, la scierie de Nyanda, l'usine de Kerkila de Massanta, la scierie de Zérégouré, la Cipar de Labé, il y avait tellement de sociétés de l'usine de petit outillage de Mamou, la conserverie de Mamou, la briqueterie de Cancan, l'usine de granit de Manéa, le complexe textile de Sanoya. Il y avait un portefeuille d'entreprises qui gérait toute l'économie. On a dit, il faut privatiser ou fermer. Et cette politique était assumée par le gouvernement. Assumé. Donc, Pedro Erguinet, on a dit qu'il faut privatiser. Le président Sékou Touré venait d'acquérir 3 Boeing sortis d'ici en 1981. Il y avait un Boeing 707, un Boeing 727, un Boeing 737.
ils ont dit que les États, les compagnies aériennes dans toute l'Afrique avaient des difficultés. Vous êtes tous jeunes, il y avait Air Zaïre, Niger Airways, Air Afrique, Air Sénégal numéro 1, Air Ecuador numéro 1. Après, il y a eu numéro 3, parce qu'il y a eu beaucoup qui ont été liquidés et on a encore créé d'autres entreprises, mais qui n'ont jamais prospéré. Donc, ils ont commencé cette liquidation par la vente de 2 avions. Ce monsieur Babacar Diagne était ministre des Transports. 2, le 707 et le 727. Il y a eu des investisseurs nigériens qui sont venus acheter. J'étais loin d'être ministre de la parce qu'on était en 87, je crois. Les 2 avions étaient vendus. Ils ont dit, ah, il faut laisser un avion pour le président de la République qui voyage. On lui a laissé le 737. Mais on n'a pas achevé la liquidation de Erguiné. Erguiné se retrouve avec un avion qui est à la fois l'avion de commandement du président et le seul avion de Erguiné. Le président voyageait beaucoup à l'époque. En 2000, le Fonds monétaire est revenu à la charge de la banque. Il faut achever cette privatisation. Nous sommes même pour que l'avion sorte de Guinée alors qu'on liquide. Mais avant, en 90, on prend un décret pour faire de Guinée une entreprise à participation publique, pour ouvrir son capital à des repreneurs éventuels. On n'a pas eu de repreneurs. Moi-même, j'ai essayé de négocier à l'époque avec Royal Air Maroc, qui a dit que le marché guinéen était trop petit, puisque l'aéroport Conakry c'était environ 300 000 passagers, lorsque la Côte d'Ivoire et le Sénégal étaient à plus de 1 million de passagers. Je ne pense pas que ça a changé. Donc finalement, la décision, le fonds et la banque sont revenus à la charge. Un dossier a été présenté au Conseil de ministres qui a approuvé la privatisation de l'Église. C'est dans la mise en œuvre de cette privatisation, puisque la banque a envoyé un expert pour aider à la rédaction d'un cahier de charge et d'un dossier d'affaires. L'expert était en Guinée lorsque le président, moi, m'a appelé. Je le trouve avec Elhadj Mamad Silla. Il m'a dit, vous êtes en train de vendre mon avion? J'ai dit, oui, le président, le conseil de ministres a décidé, on a demandé à la Banque mondiale, qui a mis un expert qui est en train de nous dire, non, non, il ne faut pas faire ça. On a vendu les 2 premiers avions à l'étranger. Elhadj Mamad Silla veut acheter, il faut le vendre. Je me suis opposé tout de suite devant Mamad Silla qui a témoigné. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Le président, au point que le président s'est fâché, pensait que j'avais des conflits connus entre eux. Il y avait des conflits connus entre Elhadj Mamad Silla et là. Le président a pensé que c'est parce qu'il y avait ces conflits entre nous que je m'opposais. Mais en réalité, c'est parce que je connaissais la complexité du transport aérien. Et je lui ai dit devant le président, j'ai dit si tu prends un Guinée, tu perdras de l'argent et le Guinée risque de disparaître. C'est trop compliqué. Bref, le président dit s'il veut acheter, on ne vendra pas à un étranger. On lui vendra cette fois-ci. Les 2 autres, on a vendu à l'étranger, cette fois, il faut vendre à un Guinéen. C'est lui qui sait comment il va se dire. J'ai dit, monsieur le président, je ne suis pas chargé de privatisation. Il y a un ministre en charge du portefeuille, au sein duquel il y a une unité de privatisation. Il dit, bon, tu le redis. Je suis sorti, j'ai informé Cheikh Camara, qui a tenté de convaincre le président. Le président a dit, c'est mon avion de commandement, moi je le vends à Elhadj Mamad Silla. Je ne veux pas le vendre. Il a pris un décret, il a signé, et puis l'opération a eu lieu. La mise en œuvre des privatisations, c'est du domaine des finances. Est-ce qu'il a payé? Est-ce qu'il n'a pas payé? Moi, j'ai signé la convention. Parce que d'abord, c'est moi, en tant que ministre en charge de l'aviation civile, qui cherche les droits de trafic. Il fallait transférer à Air Guinée Express les droits de trafic de Air Guinée. Donc j'ai signé, bien sûr, mais j'ai vérifié que les prix étaient bons pour la Guinée.
puisque je ne suis pas, vous ne pouvez pas me soupçonner de complaisance avec la Manuel, comme vous dites, pas de l'animosité, mais des contradictions qui nous opposaient. Donc, j'ai signé une coalition. Mais l'opération de liquidation de Guinée et de tout s'est passée vraiment au ministère des Finances, et c'est lui qui devait encaisser, c'est lui qui a fixé les prix, c'est lui qui devait accepter. Je pense qu'il a payé. L'avion était déjà en Israël, effectivement, en révision ou en réparation. Donc voilà, il est important de étudier d'abord l'opération dans le cadre d'une politique générale de désengagement de l'État et de privatisation des entreprises publiques, ou de fermeture, parce que beaucoup d'entreprises ont été fermées. Je ne veux pas me défendre, j'explique simplement parce que j'étais aussi un acteur, avant même d'être ministre, j'étais membre de la cellule d'appui au comité de coordination économique et financière, je sais comment les choses se sont passées. Et beaucoup de jeunes, y compris des journalistes, on était dans un régime socialiste sous-sectoriel. Et le gouvernement a décidé de libéraliser et de privatiser toutes les entreprises. Il y en a tellement, je ne peux pas les citer, mais qui ne fonctionnaient pratiquement pas à 30% de leur capacité installée pour les meilleurs. Et donc ça, cette opération est intervenue, mais à d'autres. Alors la question que vous allez vous poser, pourquoi ne remonter à 2000? Juste à 2002? Pourquoi pas en 87? Pourquoi, dans le cadre des opérations de lutte contre la corruption, on va jusqu'en 2002? Il faut poser la question. Parce qu'il y a des dossiers récents avec des témoins, et lorsqu'on a fait tomber au régime, on a bien envie de démontrer qu'on a bien fait en mettant en évidence la corruption et la délinquance financière qui prévalaient. Il faut poser la question. Pourquoi, moi, ce harcèlement judiciaire des leaders politiques, il faut s'interroger. Pourquoi il y a ce harcèlement? Je pense que je vous laisse le soin de répondre à ces questions. Moi, j'ai écrit à chose pour demander, pour expliquer que lui qui a été un acteur majeur de choses pour le bâtiment, on aura à se défendre, je me défendrai, je verrai comment avec mes avocats on se rencontre ce soir pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Je pense que je vais arrêter là et laisser prendre 5 ou 6 questions, et puis voilà, on va se séparer en espérant que le droit sera utilisé et non la force. C'est le but pour utiliser le droit. Merci.